Bonjour à tous, nous avons aujourd'hui le plaisir de vous présenter les travaux effectués au cours du semestre 9 d'automne 2023 sur le voilier autonome de l'ENIB nommé l'Incroyap. Ce projet est développé pour nos deux clientes, Madame Yvonne Perrault, océanographe à Ifremer, et Madame Peggy Rimelin, chimiste de formation qui gère le pôle instrumental de l'IEM axé sur l'éco-conception. Elles ont besoin d'un vecteur souple d'utilisation, facile à prendre en main, peu onéreux, autonome et vertueux pour recueillir des données océanographiques. L'objectif est donc de développer un système capable d'effectuer des mesures en surface, comme le pourcentage de salinité ou la température de l'eau dans des zones côtières. Pour répondre à ce besoin, les étudiants de l'ENIB développent un voilier autonome éco-conçu capable d'embarquer différents types de capteurs. L'objectif est d'utiliser ce voilier comme un drone de surface pour effectuer des relevés en zone côtière. Afin de nous aider durant ce semestre, nous avons fait appel à différents partenaires, la société Kairos, qui développe un matériau éco-conçu appelé Kerlin. L'intérêt principal est qu'on peut le broyer et le réintégrer dans de nouvelles plaques sous forme de poudre ou le réinjecter dans le moulage plastique. Le Kerlin est aussi compostable en compostage industriel. Nous nous sommes donc tournés vers ce matériau pour la conception de notre coque, notre aile et notre aileron. Notre voilier autonome sera donc le premier avec une coque 100% végétale. Et comme nous sommes en Bretagne et que ce projet est incroyable, nous avons nommé ce voilier l'Incroyap. Nous comptons également sur l'IS Blue, École universitaire de recherche, qui finance une partie du voilier car notre projet touche à la recherche et au milieu marin. Nous comptons également sur l'association Céladon qui nous offre des formations sur le milieu marin et les essais en mer pour nous apporter les connaissances nécessaires à l'organisation de nos essais. Enfin, notre dernier partenaire est la forge de l'ENIB dans laquelle nous avons développé notre voilier. À l'origine, le premier prototype de voilier autonome développé à l'école a été pensé pour la traversée de l'Atlantique. C'est ainsi qu'est né le prototype MEA, un voilier mesurant 1,60 m dont l'aile est rigide. Le choix de la voile rigide plutôt que de la voile souple vient du fait que les ailes rigides ont une prise au vent moins importante et donc plus de portance. Bien que le MEA coule pas grâce à sa coque en polystyrène, verre et époxy, qui assure sa flottabilité, il n'est évidemment pas éco-conçu. Néanmoins, nous continuons à l'utiliser pour tester notre code de navigation et le futur équipement des capteurs océanographiques. Regardons ensemble comment fonctionne le MEA. Le premier point à observer sur le voilier est son régulateur d'allure qui est ici un système d'asservissement mécanique. Ce système permet de conserver la direction du voilier par rapport à l'angle du vent apparent. Son avantage principal est que sa consommation en énergie est nulle. Mais regardons plus en détail. Tout d'abord, on observe que l'aile suit le profil NACA, c'est-à-dire qu'elle est parfaitement équilibrée. Son centre de poussée est sur son axe de rotation, ce qui induit une incidence optimale à 10 degrés. L'orientation de l'aile se fait grâce à un aileron qui se positionne dans l'axe du vent. Il est important de noter que, par souci de simplicité, nous n'avons pas de capteur de direction de vent, pas de girouette, donc nous avons dû retenir une solution technique, qui est une phase d'initialisation. Ainsi, en connaissant la trajectoire du bateau et son allure, la trace GPS nous permet de déduire la direction du vent. C'est pourquoi nous allons devoir positionner l'aileron en fonction de celui-ci. Prenons le cas où le vent viendrait de face par rapport à l'aile. Il y aurait alors une propagation du vent qui induirait une dépression au niveau de l'intrado de l'aileron, ce qui poussera alors l'aile à se réorienter pour que l'aileron vienne alors face au vent. Ensuite, la transmission du mouvement de rotation est assurée par deux tambours liés par un fil, une drosse. Le premier tambour est monté sur la grande aile rigide, ce qui permet de transmettre son orientation au deuxième tambour qui lui est lié au safran. Ainsi, la rotation de l'aile entraîne une rotation en sens inverse du safran. Le safran est la partie du voilier qui gère la direction. Dans le cas où on aurait un vent de près et qu'on voudrait faire un changement d'allure en vent de travers, on devrait alors produire une augmentation du déphasage entre l'aile et le safran à 90 degrés. Ce déphasage entraîne alors la rotation du voilier, qui entraîne lui-même la rotation de la voile et qui va elle-même entraîner un réalignement du safran grâce à l'asservissement mécanique. Je vais maintenant laisser la parole à mon collègue pour vous présenter plus en détail les différents modes de navigation de notre système et pour vous présenter brièvement comment le monter et l'initialiser.
Donc lorsque les fils sont bien tendus, que le tambour du safran sont bien alignés, on peut vérifier qu'en tournant la voile, le safran vient tourner du côté opposé, donc comme ceci, avec un rapport de 2. Donc si on incline par exemple la voile de 50 degrés, le safran s'inclinera lui de moins 25 degrés. Pour passer en mode manuel, on le bascule vers le bas. Et on a donc le joystick de droite qui pilote le safran et le joystick de gauche qui pilote la petite voile. Lorsqu'on repasse en mode autonome, les servomoteurs gardent leur position actuelle et se remettent bien à zéro. Pour le mode autonome, donc positionner le bateau avec un vent tribord à environ 50 degrés, la voile se met bien à environ 50 degrés avec un safran décalé de moins 25 degrés. Donc on attend l'envoi de la commande start sur le bateau. La commande start est envoyée. Elle est reçue. Ouais. Dès que tu as besoin du go, tu fais ici. Le go. Ah bah je crois que vous avez envoyé, on va go. D'accord, vas-y, envoie le go. T'envoies le go? Comme nous l'avons vu, le pilotage du mode autonome se fait grâce à une IHM qui va tout de suite vous être présentée. La partie embarquée de notre système implique la programmation en C++ des deux cartes ESP32 TTGO. Nous utilisons deux cartes, une qui agit en tant qu'émetteur récupérant les données des capteurs et les envoyant à la deuxième carte qui joue le rôle de récepteur des données. Cette dernière est responsable de la réception et du traitement des données reçues via le module LoRa, qui est une méthode de communication à longue portée. En exploitant la technologie LoRa, notre système assure une transmission efficace et fiable des données entre les cartes ESP32 TTGO, ce qui simplifie grandement le suivi en temps réel de la trajectoire du bateau. Cependant, il est important de noter que LoRa est considéré comme une technologie half duplex, ce qui signifie qu'il ne peut pas envoyer et recevoir des données simultanément sur la même fréquence. Malgré cela, le module LoRa est considéré comme une solution précieuse pour nos besoins, offrant une connectivité robuste et une faible consommation d'énergie adaptée à notre application d'Internet des objets embarqués. La partie embarquée implique également l'initialisation du bateau en mode autonome dans le but de déterminer la direction du vent. Ce processus a été bien expliqué précédemment. Nous avons développé une nouvelle interface en machine en raison des difficultés rencontrées avec l'ancien IHM, liées à des problèmes des bibliothèques obsolètes. Cette nouvelle IHM a été conçue pour poursuivre le même objectif que celle de l'année précédente, à savoir afficher en temps réel les données acquises par les capteurs GPS, longitude et longitude avec une plus de précision, et on affiche aussi le cap. Cela nous a permis de créer une interface utilisateur réactive. La partie back a été développée avec Flask, qui à son tour est écrit en Python. Cette IHM est divisée en une partie front et une partie back. Pour la partie front, nous avons opté pour React, une bibliothèque JavaScript axée sur les composants qui sont des éléments réutilisables. Et cette partie est responsable de la récupération des données envoyées par la carte de développement ESP32 TTGO utilisant le module LoRa pour les transmettre à la partie front afin qu'elle soit affichée. Comme vous pouvez le constater, les données sont affichées en temps réel, ce qui nous permet de suivre en temps réel le positionnement de notre bateau et de tracer sa trajectoire. Vous noterez également la présence de deux repères sur la vidéo, qui est les marqueurs représentant les waypoints que nous avons définis. La trajectoire en bleu évolue en temps réel en fonction de modifications des données de latitude et de longitude. Notre IHM est ouverte à d'autres pistes d'amélioration, telles que l'affichage d'autres paramètres tels que la salinité de l'eau, le pH, la direction des vents, etc. Une autre amélioration potentielle consisterait à ajouter une fonction de visualisation permettant de consulter l'historique des événements.
tels que les passages par un waypoint ou des incidents tels qu'une collision ou un manque de batterie. Nous avons vu l'électronique, l'informatique et maintenant, place à la mécanique. Pour ce semestre, il y avait deux choses très importantes. La conception de la nouvelle coque de l'Incroyable 2 en 3D et une nouvelle technique de collage pour les joints, car ceux du semestre précédent n'étaient pas optimaux. Commençons par parler de la coque 3D. Au semestre précédent, une première version du l'Incroyable a été réalisée, qu'on appellera l'Incroyable 1. Ce prototype mesurait 1,10 m et était fait avec du carlin d'épaisseur 4 mm. Cependant, cette version n'a pas résisté aux essais en mer à cause des joints non étanches. Nous avons décidé de tout réaliser dans l'école afin de ne pas dépendre d'autres organismes et donc d'avoir moins de soucis de délai ou de disponibilité, comme cela a pu être le cas au semestre précédent. C'est avec notre découpeuse laser présente à la forge que nous découperons le carlin, le contreplaqué et les pièces nécessaires pour les moules. Le carlin, fourni par Kairos, est un matériau éco-conçu, composé de fibres de lin incrustées dans du PLA. Son avantage, lorsqu'on ne l'utilise plus, il peut être recyclé, soit en le compostant, soit en le broyant et en l'incorporant dans de nouvelles planches de carlin. Pour convenir aux dimensions de la découpeuse laser, nous avons fait le choix de découper la coque du bateau en 3 parties. Le l'Incroyable 2 doit mesurer 2 mètres à la fin. L'arrière mesurera 70 cm afin d'accueillir une réserve de flottabilité et l'avant mesurera 85 cm et aura également une réserve de flottabilité, mais aussi la partie électronique du voilier. Ces deux parties seront faites en carlin fin d'épaisseur 1,25 mm, qui permettront une meilleure flottabilité, ce qui est possible car tous les efforts seront repris par la partie centrale. Quant à la partie du milieu, elle mesure 30 cm et accueillera l'emplacement des capteurs, qui pourront être enlevés ou changés au besoin, le puits de quille et le pied de mât. Cette partie sera faite en contreplaqué épais afin de le rendre le plus résistant possible. Cependant, puisque le contreplaqué n'est pas recyclable en l'état, cette pièce a pour but d'être réutilisée pour d'autres bateaux. Pour finir, les extrémités mesureront 7,5 cm, l'avant sera muni d'une crash box pour amortir les coups et l'arrière sera, quant à lui, équipé du safran. Maintenant que les plans pour les 3 parties du l'Incroyable 2 ont été effectués, nous sommes passés à la réalisation des moules femelles pour les 2 extrémités. En effet, notre voilier aura une forme particulière et sera construit à partir de planches de Kerlin plate. Nous avons donc fait le choix de construire notre bateau en suivant le modèle du bouchin vif, ce qui nécessite donc des moules mâles ou femelles. C'est le moule femelle arrière que nous avons décidé de réaliser ce semestre. Il sera composé de 8 planches dans lesquelles nous avons coupé la forme du couple correspondant à l'emplacement de la plaque. Nous avons ensuite mis chaque élément en plan afin de les découper grâce à la découpeuse laser, puis nous avons fait l'assemblage. Les plaques de carlin nécessaires pour cette partie du bateau ont également été découpées. Les joints du semestre précédent étaient composés à 100% de PLA, appliqué grâce à un pistolet spécial utilisant la chaleur pour faire fondre les billes de PLA et la pression pour l'expulser à haute pression sur la surface. Cependant, avec ce PLA, les joints étaient fragiles et cassant comme du verre, et il y a donc eu des fuites lors des essais en mer. Nous avons donc cherché une autre méthode d'application afin de faire une jointure plus fine, plus propre. Après plusieurs tentatives infructueuses, nous avons réalisé que les fils utilisés pour les imprimantes 3D étaient aussi composés à 100% de PLA. Et puisque c'est un fil, il est beaucoup plus facile de le glisser entre les jointures pour la fondre dans la rainure pour créer les joints. De plus, comme le carlin est composé de PLA, nous le faisons donc fondre par-dessus le fil de PLA pour vraiment consolider le tout. Nous avons refait la coque du l'Incroyable 1 avec cette technique et nous avons fait des tests de flexion et torsion. La coque a extrêmement bien résisté, c'est même le carlin qui a cassé avant le joint, ce qui est donc mieux que les anciens joints.
Cependant, cette technique est longue et fastidieuse, et n'est pas forcément viable pour un bateau de 2 mètres. Nous avions donc commencé à tester d'autres types de PLA avec le pistolet, afin d'en trouver un aussi souple et résistant que la méthode du filament, mais permettant d'être plus rapide dans son application. Nous avons 3 nouveaux PLA. Un premier composé à 90% de PLA et à 10% d'additifs. Un second composé à 70% de PLA et à 30% d'additifs. Et un dernier composé à 50% de PLA et à 50% d'additifs. Cependant, ces tests ont été abandonnés afin de nous concentrer sur la création de la coque et du moule femelle. Il faudra donc les reprendre. La conception assistée par ordinateur CAO a joué un rôle essentiel dans la réalisation de notre projet, en adaptant les mesures avec précision pour correspondre aux spécifications requises. Le processus de fabrication a mis en valeur l'utilisation d'une machine laser pour découper les pièces selon les plans intégrés. Un aileron a été mis en place, les bords d'attaque et de fuite ont été conçus en balsa, tandis que les bordées ont été réalisées en Kerlin. Avant tout, une étape importante consiste à découper les bords de l'aileron sur la machine de découpe laser. Et à l'aide d'un séchoir et d'un bain-marie, on a fait une mise en forme à chaud du PLA, l'utilisation de la propriété du thermoplastique. L'assemblage balsa-Kerlin se fait à la résine époxy, car nous n'avons pas encore trouvé une autre solution. Une fois le séchage terminé, un processus de ponçage minutieux a été entrepris. Différents grains de papier de verre ont été utilisés pour parfaire la surface, aboutissant à une surface lisse et homogène, prête à répondre aux exigences du projet. On a décidé de fabriquer un nouvel aileron éco-conçu en Kerlin, car il est compostable, ce qui signifie qu'il peut être décomposé naturellement en nutriments bénéfiques pour le sol. Cela réduit la quantité de déchets dans les décharges. Par contre, le poids du Kerlin nuit aux performances du voilier. Les composants principaux pour la fabrication de l'aileron étaient du balsa. Il a fallu le protéger avec de la résine époxy. C'est vrai qu'elle n'est pas amie avec la nature, mais on a utilisé une petite quantité par rapport à l'aileron fabriqué en polystyrène. Et bien que la masse de l'aileron en polystyrène vaut 99 grammes, moins de 3 fois que celui du Kerlin qui pèse 292, mais la nature du polystyrène qui est non dégradable fait de lui une matière nuisible contrairement au Kerlin. Afin de faciliter les étapes ultérieures de conception et de fabrication, toutes les décisions ont été prises de manière concertée. Ces documents serviront de références précieuses pour les futurs intervenants dans le domaine de la conception et de la fabrication de nouvelles voiles. Ensuite, on a fabriqué une nouvelle quille car nous disposions d'une petite quille dimensionnée pour l'Incroyable 1 de 1,2 m. Mais nous n'avions pas de quille pour l'Incroyable 2 de 2 m. La quille n'a pas été éco-conçue. Nous n'avons pas encore trouvé de solution éco-responsable aux problèmes liés aux contraintes mécaniques dues au lest de 7 kg en extrémité de quille. Au fait, le bulbe de la quille est fabriqué en plomb. Bien qu'il soit recyclable à l'infini, il reste nocif pour la santé. Le voile de quille, qui est un sandwich balsa carbone époxy, ne sera pas recyclable, mais il sera réutilisable dans les prochains prototypes. Vous savez maintenant tout de l'incroyable, le voilier autonome de l'ENIB. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles aventures.